C'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. À l'instar de nos présidents à vie, d'un passé pas si lointain, certains de nos présidents actuels, dits démocratiquement élus, s'ingénient de manière quasi pathologique à s'incruster au pouvoir au terme légal de leur mandat constitutionnel. Pour faire aboutir leur entreprise patrimoniale de démolition antidémocratique, ils tripatouillent les constitutions sans vergogne aucune, corrompent allègrement les volontés contraires, subornent les consciences rétives et répriment leurs opposants, parvenant ainsi parfois à leur fin. Mais parfois seulement, bien heureusement. Les scandales politico-financiers incessants qu'ils provoquent, eux et leurs familles, encadrés par les clans affiliés et les diverses mafias constituées autour du butin étatique, les violations répétées de la Constitution, le mépris du peuple qu'affichent ces nouveaux riches qu'ils sont soudainement devenus et leurs dérives autocratiques subséquentes, sédimentent jusqu'à une certaine masse critique qui engendre inévitablement les soulèvements populaires armés ou pacifiques et les coups d'État militaires qui apparaissent dès lors comme la sanction de leur mauvaise gouvernance, de leur incompétence, de leur amoralité et de la trahison par le grand leader bien-aimé des idéaux du peuple. Pourquoi, dans ces conditions, s'accrochent-ils au pouvoir? Contre la volonté de leur peuple, au prix de leur propre déshonneur, au prix de la vie de leurs concitoyens, au prix de destructions matérielles considérables. Pour le Burkina, dernier un exemple, on nous parle de 200 milliards de destructions. Et surtout, au prix de la mise en péril de la cohésion nationale. Oui, pourquoi? Pourquoi s'obstine-t-il donc tant? N'y aurait-il donc pas une vie après la présidence de la République en Afrique? À votre avis, ouvre le débat ce soir et nous n'aurons qu'un invité puisque à la dernière minute, le second invité, pour des raisons indépendantes de notre volonté, ne peut pas être sur le plateau. Mais j'accueille avec d'autant plus de plaisir le professeur Issa Ndiaye. Bonsoir professeur et surtout merci d'avoir accepté l'invitation d'Africab Télévision. Vous êtes président du Forum civique, espace de réflexion et d'action pour la démocratie au Mali. Et nous allons voir avec vous ce qu'il faut penser de notre problématique de ce soir. Y a-t-il une vie après la présidence de la République au Mali? Merci. Mais avant, nous allons suivre le micro-trottoir d'à votre avis pour avoir l'avis des Africains sur notre sujet. Moi, je pense bien qu'il faut plutôt limiter les mandats, respecter la limitation, en tout cas aller dans le sens de ce que le législateur a posé comme principe. C'est cela la démocratie. Il peut y arriver qu'un président démocratiquement élu, pendant, si il a été dit ces 2 mandats, pendant ces 2 mandats, qu'il ne puisse pas effectivement terminer les chantiers, par exemple, qu'il a commencé. Il doit chercher un prédécesseur auquel il a confiance, que celui-là prenne la reine du pouvoir. Mais pas
rester chaque fois la même figure et le plus souvent ça amène des problèmes. Le responsable politique africain pense que Dieu l'a créé, lui, il a créé les autres. L'homme politique africain a l'impression que lui, il est fait pour commander et les autres pour obéir. L'homme politique africain, quand il vient au pouvoir, il dit que c'est Dieu qui le lui a donné parce que pour nous, pour l'Africain, le pouvoir est divin. Puisque le pouvoir est d'essence divine, alors quand eux l'ont, il faut qu'ils l'exercent parce que c'est avec la volonté de Dieu. Donc ils ne préparent personne pour la relève, ils n'ont confiance en personne, ils n'ont confiance qu'en eux-mêmes et ils ne préparent rien pour leur sortie. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés de s'accrocher parce que quand tu règnes par l'épée et tu périras par l'épée. On n'est plus au temps où, au moment des indépendances, on pouvait avoir un président qui peut rester pendant 20 ans, 30 ans. Et je crois que des pays comme le Sénégal l'ont aujourd'hui résolu en disant qu'un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Je pense que l'Afrique doit aller vers cette direction. On connaît les problèmes que l'Afrique a. Le gouvernement, la Constitution doit aider aujourd'hui à ce que les populations, de façon démocratique, puissent élire de façon régulière les chefs d'État. Et que ces chefs d'État soient des citoyens après avoir exercé leur rôle et restent dans la société et jouent un rôle important en Afrique et dans leur pays. Donc il faut que chaque dirigeant pense que non, ils sont là pour le peuple et non pour l'Occident. Donc moi je pense que la majorité des dirigeants africains s'intéressent à l'argent et non au peuple. L'alternance en démocratie, c'est ce qui est recherché et je pense que quand tu as fait 2 mandats, ce n'est pas à toi de poser ce problème. En principe, tu as épuisé tes cartouches, il faut laisser les autres venir et proposer la révision. La Constitution, c'est quelque chose qui doit évoluer naturellement. Et ce n'est même pas peut-être très démocratique que de limiter les mandats. Mais il faut savoir à quel moment poser le débat. Une constitution qui est déjà en place, moi je crois qu'il faut le laisser comme telle. Parce que d'abord nous sommes des jeunes et nous sommes l'avenir de demain. Les conditions sont faites de telle sorte que nous on peut se retrouver dedans. Mais au fur et à mesure ça change, ça ne fait que rallonger les choses. Donc on va plus se retrouver en tant que jeunes, mais à l'âge adulte qu'on pourrait quand même appliquer cette conclusion qui est de vigueur. Lorsque on vote un président, c'est pour qu'il développe notre pays. Voilà, lorsque le mandat est arrivé, il doit partir. Il doit aussi laisser une autre personne venir continuer son travail. Ne pas changer la constitution, mais ne pas faire un coup d'État pour rester au pouvoir pour toujours. Organiser un référendum constitutionnel uniquement pour changer une constitution, alors que la constitution au départ avait décidé de la durée du mandat, je crois qu'en démocrate, on ne peut que fustiger de telles actions. Bon, la leçon que je tire des événements qui se sont déroulés au pays voisin Burkina Faso, c'est que la jeunesse a cessé de dormir. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est fort encourageant. Nous, on les félicite beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise chose. Il faut penser à donner aux autres la capacité de faire leurs preuves aussi. Les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des ambitions politiques, mais malheureusement, à cause de ces personnes-là qui persistent à rester au pouvoir, ces jeunes-là n'ont pas la possibilité de faire valoir ce qu'ils valent vraiment, surtout sur le champ politique. Donc je pense que c'est un très grand problème que les pays africains doivent essayer de voir, notamment au niveau de la CEDEAO. Voilà ce que disent les Africains sur notre sujet. Professeur Issa Ndiaye, une première réaction à ce micro-trottoir dans votre avis? Oui, ce qu'il faut saluer, c'est que il faut saluer d'abord la jeunesse d'une manière générale qui dit à travers ces micro-trottoirs qu'elle elle se préoccupe de l'avenir de nos pays. Il faut saluer la victoire de la jeunesse au Burkina
qui a mis à terre aussi un tyran qui a duré autant d'années. Ce n'était pas du tout évident. Et ça donne espoir aux autres jeunes pour se dire que l'avenir, bien sûr, est difficile et sombre, mais l'horizon n'est pas tout à fait bouché dès lors que la jeunesse accepte de s'engager dans un processus qui consiste à rappeler sans cesse aux tenants du pouvoir qu'elle est là, qu'elle veille donc sur les processus démocratiques qui sont en cours et qu'elle a surtout son mot à dire et qu'elle peut intervenir à tout moment pour redresser des déviations éventuelles. Je pense que c'est ce message essentiellement qui sort de ce que les jeunes expriment par-ci, par-là dans les différents pays. Oui, alors vous dites que c'est la jeunesse, c'est l'œuvre de la jeunesse, parce que vous n'avez parlé que de la jeunesse, mais est-ce que ce n'est qu'un combat de la jeunesse? Je pense que c'est les jeunes avant tout au Burkina qui étaient à l'avant-scène. Bien sûr, il y a eu les différents secteurs de la société burkinabé qui ont résisté longtemps, mais il faut dire que c'est parce que les jeunes, justement, à travers le mouvement citoyen, le ballet citoyen, se sont lancés dans la bataille qu'ils ont réussi à renverser les vapeurs. Je pense que ce ne sont pas les politiques qui ont renversé la situation Blaise Compaoré, mais c'est surtout les jeunes. Les jeunes ont une part donc d'énergie, de désespoir qui font qu'ils se sont lancés. Mais sinon, on examine le cas burkinabé, on est obligé de constater qu'il y a eu plusieurs signes précurseurs. D'abord, ce qu'on peut dire de Blaise Compaoré, c'est qu'il a pris le pouvoir en commettant un péché originel en Afrique, parce qu'il a eu à tuer son meilleur ami pour prendre le pouvoir. Donc c'est mal perçu. Hein. C'est-à-dire que vous posez le problème sur le plan de la morale ou de la spiritualité? De la culture. De la culture. C'est-à-dire qu'au niveau même culturel africain, c'est très mal. Je pense que lui-même, il ne le disait pas à l'époque, il a très mal vécu ce crime qu'il a eu à commettre à l'endroit de son meilleur ami. Thomas Sankara. Et qui d'ailleurs avait été averti, mais qu'il a dit que si c'est Blaise qui veut attenter à sa vie, il n'a pas de solution, parce que Blaise c'est tout de lui, et qu'il attendra au ciel. Donc, mais dès lors aussi qu'on tue son meilleur ami, c'est-à-dire qu'on est capable du pire. Donc on peut dire que tous les crimes qui ont marqué le règne de Blaise Compaoré ne sont plus surprenants dans la mesure où il a eu à commettre ce crime absolu qui consiste à tuer son meilleur ami. Donc tous les autres qui ont suivi jusqu'à Zongo et après, donc ne sont que des étapes dans sa marche sanglante donc vers le pouvoir absolu. Oui, alors professeur Ndiaye, là vous êtes rentré directement, vous avez posé notre problématique sur le Burkina, alors qu'en fait nous ne sommes pas là pour parler du Burkina. Absolument. Nous sommes là pour parler de l'Afrique. Mais je comprends que l'actualité commandant effectivement que nous prenions à chaud ce qui s'est passé au Burkina, que vous en ayez fait référence. Mais je vous repose donc la question essentielle de notre sujet de ce soir. Est-ce qu'il y a une vie après la présidence de la République en Afrique? Bien sûr qu'il y a une vie. L'exemple que l'on peut donner, il y a d'autres exemples, mais l'exemple le plus éclatant, c'est celui de Mandela. Nelson Mandela qui est venu au pouvoir, qui n'a même pas fait 2 mandats, un seul. Il s'est contenté d'un seul et puis il s'est mis à l'écart. Et aujourd'hui, il est respecté. Il est cité en exemple en Afrique. Il y en a d'autres qui ont accepté de quitter volontairement le pouvoir. Et on le constate souvent dans beaucoup de nos pays, même des militaires, comme Rawlings, qui a fait un coup d'État, qui est revenu, qui a fait un second coup d'État, qui est revenu, mais qui a décidé de partir. Et aujourd'hui, il est respecté par le peuple ghanéen. Ça veut dire qu'une fois que les dirigeants comprennent qu'ils ne sont plus là pour se servir du pouvoir, mais qui sont porteurs d'un projet pour leur pays, ils peuvent s'en aller, la conscience tranquille, sans être inquiétés. Est-ce qu'il est donné à tout chef d'État, en Afrique en particulier, d'être porteur d'un projet?
Si nous savons comment ils accèdent au pouvoir. Oui, en principe, il est dans un processus démocratique, mais dans la plupart des cas, et en Afrique, notamment francophone, on constate que ce n'est pas le cas. Et que c'est plutôt là, même si on prend encore l'exemple du Burkina, qu'ils sont au pouvoir pour jouer un rôle qui leur est fixé d'avance. Par qui? Bon, par ceux qui ont intérêt à ce qu'ils soient au pouvoir. Oui, mais c'est qui? Bon, si on prend par exemple, si on cite des exemples, la plupart du temps, on sait que nos chefs d'État sont désignés par les puissances extérieures à l'Afrique. Est-ce que vous voulez dire par là que Blaise Compaoré ayant été géré et exfiltré par la France, c'est cela le destin de certains supplétifs? Bien sûr, bien sûr. Blaise Compaoré a été mis au pouvoir pour exécuter donc une mission qui lui a été confiée. Et dans ce cas-là, son projet initial ne pouvait pas être pour le Burkina. Parce qu'il a eu à tuer une expérience qui était développée au Burkina, qui entravait les intérêts des puissances occidentales. Et on a commis Blaise pour mettre de l'ordre et tracer un sillon favorable aux intérêts des grandes puissances, notamment de la France. Et je pense que ce schéma-là, souvent que l'on constate dans nos pays, et qui font que nos chefs d'État soient élus d'avance, élus parce qu'ils ont été choisis non pas par leur peuple, mais parce qu'ils ont été choisis par des volontés extérieures qui leur donc tracent la mission qu'ils doivent accomplir une fois qu'ils sont au pouvoir. Dans le micro-trottoir, il y a une jeune fille, une jeune dame, absolument, qui a posé ce problème. Absolument. Elle dit mais ils sont élus par les peuples et pas par l'Occident. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, que cela vienne d'une si jeune personne? Oui, parce qu'elle se rend compte que quelque part, en réalité, en démocratie, ils devraient être élus par les peuples, mais en réalité, ils ne sont pas élus par les peuples. Ils sont choisis par les puissants de ce monde pour conduire des politiques favorables à leurs intérêts, donc au détriment des intérêts de leur population. Et c'est ce qui fait que le fossé va de plus en plus grandissant entre nos chefs d'État et leur peuple, entre nos chefs d'État et la jeunesse. Alors, professeur Issa Ndiaye, on va avancer. Donc, il y a une vie après la présidence de la République en Afrique. Mais pourquoi diantre certains s'ingénient-ils, nonobstant cela, à s'accrocher au pouvoir? Pourquoi? Est-ce une question d'ambition personnelle? Ça relève de quoi? Pourquoi est-ce que malgré tout ça, parce qu'ils le savent, ce n'est pas des idiots, ils le savent très bien, mais pourquoi, nonobstant tout cela, se maintiennent-ils vaille que vaille, et y compris en mettant en péril la cohésion nationale, veulent-ils se maintenir au pouvoir? Pourquoi, d'après vous? Il y a à la fois une question d'ambition, mais surtout une question d'intérêt personnel qui prime après tout. Parce que souvent, on sait que le pouvoir en Afrique conduit donc vers une certaine puissance matérielle, financière, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Plus on s'éternise au pouvoir, plus quand on accède au pouvoir, donc il y a une sorte de cupidité qui amène la plupart du temps nos dirigeants à s'accaparer des ressources du pays. Mais ils en ont tellement, ça dit qu'ils s'en accaparent tellement. À un moment donné, ça devient nauséeux. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec autant d'argent? Bien sûr, et qu'ils ont du mal même à dépenser. Non, qu'ils dépensent même pas, parce qu'après on le leur reprend. Après les banques suisses, les paradis fiscaux et tout ça. Après c'est très compliqué même. Pour récupérer cet argent. On a vu le cas de Mobutu. Absolument. 7 milliards de dollars, quand Mobutu quittait le pouvoir, il avait emmagasiné 7 milliards de dollars américains, qui était exactement le montant de la dette extérieure internationale du... C'est ce que j'allais dire. Nos chefs d'État qui sont capables de payer la dette. C'est ça veut dire qu'il y a une sorte de dérive. On dit que le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Oui. Ça veut dire que on est sur certaines logiques de pouvoir qui en même temps une logique d'accaparement. On devient en quelque sorte, il y a une sorte de voracité qui fait qu'on ramasse tout. Ce désir de puissance est doublé d'un désir de paraître qui font que l'enrichissement personnel
aboutit à une certaine explosion, une forme qu'on n'arrive même pas à comprendre. Même ceux qui les ont mis au pouvoir ne sont pas autant riches. Mais oui, mais voilà. Autant riches qu'eux. Ils ont des conditions de vie matérielles, des trains de vie qu'ils affichent, qu'on n'a pas en Occident. Donc on peut dire qu'il y a une certaine maladie qui se développe autour du pouvoir donc en Afrique, qui fait que une fois que les gens sont dans ces conditions-là, ils ont du mal à s'en sortir. Et ils font croire aux autres que si c'est après eux, personne n'est plus capable de gérer ce pays. On va justement aborder après cet aspect de notre problématique, professeur Issa Ndiaye. Mais je voudrais que nous allions à Ouaga, où nous allons prendre en duplex Sam Kaleja. Sam Kaleja est un militant très actif du mouvement Balai Citoyen, dont nous savons le rôle qu'ils ont joué dans les derniers événements au Burkina Faso. Donc, professeur, si vous le voulez bien, nous allons prendre en duplex Sam Kaleja. Bonsoir, Sam Kaleja. Monsieur Mariko, bonsoir. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que, d'après vous, l'ancien président Blaise Compaoré a-t-il voulu, vaille que vaille, changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir après 27 ans d'exercice quasiment absolu de ce pouvoir? À mon avis, cette envie de vouloir modifier la Constitution, notamment l'article 37 au Burkina Faso, se justifiait par une seule chose, s'éterniser au pouvoir, penser que le pouvoir est un pouvoir familial et en fait une monarchie, afin de mourir au pouvoir. Donc, il n'y a pas d'autre explication. C'est ma chose, j'en fais ce que je veux et je pars quand je veux et je cède le pouvoir à qui je veux. Or, les générations changent et voilà, comme on le dit ici, les héritiers de Thomas Sankara ont grandi, quoi. Donc, plus jamais quelqu'un qui viendra s'éterniser au pouvoir. Alors, Sam Kaleja, quel effet pensez-vous que les événements du Burkina Faso vont avoir sur l'Afrique? C'est tout le souhait pour nous. Et à l'image des frères Y'en a marre au Sénégal, on souhaiterait que d'autres jeunes suivent l'exemple du Balai Citoyen au Burkina Faso et que ça fasse effet boule de neige pour que plus jamais, au devant de nos États africains, quelqu'un ne vienne à penser que ce sont des monarchies, on en fait ce qu'on veut. En tout cas, on espère que ça va servir d'exemple et que personne ne va casser cette chaîne-là de révolution dans nos pays et en Afrique. Sam Kaleja, merci beaucoup depuis Ouagadougou. Monsieur Mariko, merci et on espère à très bientôt. Hein. Merci. Professeur Issa Ndiaye, alors voilà un jeune du mouvement Balai Citoyen qui a des propos qui sont régénérateurs. Absolument. Comment réagissez-vous à ces propos? Même en ce que l'appellation de leur mouvement, le Balai Citoyen, est déjà significatif, porte un sens dans la mesure où il revient aux citoyens de balayer les pourritures que l'on traîne autour du pouvoir en Afrique. Je pense aussi qu'il faut saluer vraiment donc ce travail qu'ont fait la jeunesse, les jeunes au Burkina, notamment le Balai Citoyen. Je disais tantôt que c'est grâce à eux vraiment que cette dynamique, les portes de l'espérance sont nouvellement ouvertes. Ça veut dire que quelque part en Afrique, partout, les jeunes sont interpellés par rapport au devenir de nos pays. S'ils se contentent d'être en quelque sorte des gens qu'on utilise simplement pour chanter la gloire de nos chefs et puis applaudir tout le temps, donc la jeunesse aurait raté son rôle. Mais ce qui est arrivé au Burkina montre qu'il y a une jeunesse qui a pris conscience de son rôle, de sa place dans la nation et qui accepte les sacrifices nécessaires. Parce que c'est eux qui étaient au devant de la scène et parmi eux, il y a eu des morts. Ça me rappelle aussi
ce que nous avons connu nous aussi au Mali. Oui, alors justement, j'allais vous relancer sur le cas du Mali en 1991, oui. Parce que bon, ça nous renvoie à une espèce de continuité de la volonté, de la revendication et de l'installation dans l'histoire des jeunes. Bien sûr. Ça veut dire que quelque part, donc, il y a dans l'histoire, peut-être de manière cyclique, en fonction des différents pays, cette éruption brutale donc, de la jeunesse. Dès lors qu'elle est désespérée, elle ne voit plus de perspective, on a l'impression qu'elle est endormie, qu'elle est assoupie. Et brusquement, il y a une explosion qui fait que cette jeunesse surgit et bouscule ce qu'on disait donc pensée éternelle. Et ça a été le cas en 91. Et il y avait un régime donc fort, féroce, qui tenait, et personne ne s'attendait au fait que ça puisse chuter aussi facilement. Mais les jeunes sont venus bousculer. Burkina, la même chose. Et si on prend aussi le cas du Sénégal, dont parlait aussi, encore une fois, là même dans le cas sénégalais, ce ne sont pas les politiques qui ont fait partie, c'est la jeunesse. Ça veut dire qu'il y a une leçon générale à tirer. Chaque fois que la jeunesse prend conscience, se réveille et entre en scène, elle est capable de faire basculer la situation. Très bien, professeur. Alors moi, je voudrais que nous abordions un autre aspect. Et il y a une de nos interviewées du micro-trottoir, je crois que c'est une fille, une dame, pardon, du Niger, qui a dit il faut qu'on prenne les choses en main, et en particulier la CEDEAO. Je pense qu'elle a voulu dire qu'il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour que des institutions telles que la CEDEAO, mais j'ouvrirai à l'UEMOA, l'Union africaine, etc., ne doivent pas attendre que les problèmes arrivent pour pouvoir intervenir, et comme on le voit dans le cas du Burkina, poser des ultimatums qui sont rejetés par tout le monde d'ailleurs au Burkina, et qui à la limite délégitiment les prétentions de l'Union africaine en la matière. Alors, la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que le rôle de ces organisations régionales, sous-régionales et continentales ne devrait pas être en réalité un rôle en amont? Puisque nous savons, par ailleurs, que dans beaucoup de nos pays, nous sentons les prémices de crise qui vont venir, puisque nous savons ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas là, tout comme ça ne s'est pas passé au Burkina, est-ce que ce n'est pas là, maintenant, en amont, qu'il faut que ces institutions-là interviennent pour dire « oh là, arrêtez, parce qu'il y a problème. Si vous continuez, les sanctions qu'ils appliquent allègrement lorsque les faits sont commis, est-ce qu'ils ne pourraient pas les brandir comme menace en amont? Est-ce que ça n'aurait pas plus d'effet, professeur Ndiaye? Normalement, mais justement, l'expérience a montré que ces institutions que nous avons créées, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, ont beaucoup perdu en légitimité. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que certains disent que depuis le temps de l'OUA, que c'était un syndicat de chefs d'État. Et donc les structures régionales que nous créons aussi sont à l'image de ce schéma-là, qui font qu'il y a une solidarité effective que l'on constate entre chefs d'État. Dans le cas d'espèce, si on prend l'exemple de la CEDEAO, et chaque fois donc que ces dérives-là ont commencé, mais ces institutions-là, comme la CEDEAO, n'ont jamais joué leur rôle. Ce n'est pas, par exemple, si on prend le cas du Niger à l'époque, avec Tandja, quand il a voulu changer la constitution, mais on n'a rien entendu nulle part. Quand on voit combien de fois on a changé de constitution au Tchad et ailleurs, en Afrique, on n'a entendu ni les organisations régionales, l'Union africaine. Dans le cas d'espèce au Burkina, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, mais c'est la troisième fois que Blaise Compaoré essaie de changer la constitution. Mais quand il a commencé à vouloir le faire, on n'a rien entendu du côté de la CEDEAO, ni du côté de l'OUA. Et maintenant qu'on vienne après coup, que les gens se sont rebellés et qu'il y ait un renversement violent du pouvoir par le peuple, qu'on vient lui dire retour à l'ordre constitutionnel normal. Et puis il faut désigner tel président pour que nous amenions le nom.
dans des conditions vraiment... Et dans des délais qui sont quasiment combinatoires. En 15 jours. Et d'ailleurs, ils sont venus au Burkina en disant il faudrait que nous partions avec le nom de quelqu'un. Et c'est eux qui prétendaient. Qu'est-ce qui justifie cette espèce d'arrogance d'une institution comme ça dont les Africains ne sentent même pas l'existence? Ça veut dire que ce sont des institutions qui ne sont pas au service des peuples africains. Mais il faut y mettre fin. Bien sûr qu'il faut y mettre fin. Ça veut dire que nous devions réfléchir. Donc, ça veut dire que ces organisations aussi ont été mises en place encore par des volontés extérieures à l'Afrique pour jouer un certain rôle. Et quand on prend celui de la CEDEAO, regardez comment la CEDEAO se comportait dans le cas de la crise malienne que nous avons connue en 2012. Et comment donc elle a des sanctions qui ont été décidées. Ensuite, on a désigné un président de transition. On n'a pas demandé l'avis du peuple. On a reconduit le Parlement qui est censé être un Parlement représentatif du peuple. On n'a pas demandé l'avis du peuple. Et même quand les populations voulaient à l'époque qu'il y ait une conférence nationale pour prendre l'avis du peuple, on n'en a pas voulu. Donc, on est passé par-dessus bord. On constate qu'il y a ces mêmes habitudes-là qui continuent dans le cas de la gestion de la crise au Burkina, où on vient avec des solutions toutes faites et on prétend les imposer aux populations. Bien sûr, dans le cas du Burkina, c'est une bonne chose que le pouvoir revienne aux civils, parce qu'en réalité, le pouvoir au Burkina, c'était une dictature militaire. Mais bon, ça ne veut pas dire autant qu'il revient à la CEDEAO de décider à la place du peuple burkinabé. Donc les organisations régionales que nous avons doivent respecter beaucoup plus les peuples africains et leur souveraineté. Très bien, professeur. Alors, je vais vous demander que nous repartions à Ouaga et nous allons prendre notre deuxième et dernier duplex avec M. Simon Compaoré. Simon Compaoré qui fut le maire de Ouagadougou, mais qui est depuis quelques mois le vice-président du MPP. Le MPP, c'est un mouvement de l'opposition politique qui a été créé à partir de défections au niveau du CDP, au niveau du parti de Blaise Compaoré. CDP, voilà. Alors donc bonsoir Monsieur Simon Ouedraogo, et surtout merci de répondre à nos questions depuis Ouaga. Alors ma première question, c'est quelle est la signification que les Africains doivent tirer des événements du Burkina Faso, votre pays, mais surtout quel rôle les uns et les autres ont-ils joué dans leur avènement et dans leur déroulement? Il faut dire que ce qui s'est passé au Burkina restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Comme vous l'avez si bien dit, il y a eu une jonction de toutes les forces sociales, politiques de notre pays. Et les politiques, leur tâche a été d'être l'avant-garde pour orienter, pour guider, pour lancer les mots d'ordre. Et les organisations de la société civile ont surtout été des activistes terrain qui ont contribué à la mobilisation concrète sur le terrain de la jeunesse, des femmes, et l'un dans l'autre, je crois que chacun a joué de façon très active sa partition, et tout cela nous a donné comme résultat ce que vous avez vu le 31, à savoir une pression forte qui a amené Blaise Compaoré à fuir, si je puis m'exprimer ainsi, et abandonner le pouvoir. Alors, quelles leçons, nous autres Africains, qui ne sommes pas burkinabés, mais qui le sommes aussi évidemment, quelles leçons devons-nous tirer de ces événements? Bon, comme on dit quelquefois l'histoire bégaye, mais je crois que ce qui s'est passé au Burkina amène les uns et les autres, tous les acteurs de la vie politique, la vie sociale, à faire en sorte que
tout ce qui doit être entrepris comme mesure sur le plan législatif, sur le plan du droit, et le soit pour que nous ayons désormais une constitution qui prévoit suffisamment les cas de figure et qui verrouille les fenêtres pour ne pas permettre à tout gangster de vouloir faire effraction. Et ce qui s'est passé, nous pensons que ça traduit une chose, c'est que ce sont les peuples qui font l'histoire, qui écrivent leur propre histoire. Et nous avons su qu'on a beau être un homme fort, comme le prétendait être le président Blaise Compaoré, quand le peuple se met debout, même les hommes forts sont obligés de trembler et de s'enfuir. Cela veut dire que tant qu'il y aura des peuples, ce sont eux qui auront toujours le dernier mot et qui écriront toujours leur histoire, quel que soit celui, le tyran qui sera amené à être à la tête du pays, il sera balayé. Parce que le mouvement populaire, la force du peuple finit par s'imposer. En tout cas, c'est cette leçon que l'histoire nous a amené encore aujourd'hui au Burkina à vivre. Et c'est un enseignement pour tous les peuples du monde. C'est une vérité historique que seuls les peuples savent se mobiliser, se dresser contre les tyrans et vaincre. Merci, M. Simon Compaoré, et bonne soirée à Ouaga. Je vous en prie, M. Mariko. Merci. Merci, M. Compaoré. Alors, professeur, moi j'ai retenu deux choses dans les propos de Simon Compaoré. Il a parlé de gangster, concept inusité dans ce genre de situation, d'une part, et puis d'autre part, homme fort. Bien sûr, je pense qu'il utilise un vocabulaire qui traduit une réalité, c'est-à-dire que quand on regarde souvent dans ces cas-là, ces régimes qui se perpétuent par la force, c'est à la limite d'une mafia. Je pense qu'il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce que nous constatons un peu partout, qu'autour du pouvoir politique se construisent des appétits de plus en plus voraces et qui prennent en otage tout le pays et que ça devient un système mafieux. Et donc, je pense que c'est à juste raison qu'il a raison d'utiliser le terme de gangster, de par les méthodes qui sont utilisées. Quand tu es opposant, donc, on te liquide de mille et une façons, et puis sans état d'âme. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a aussi le fait que, ce qu'il a dit aussi dans son message, c'est que les peuples, une fois qu'ils se réveillent, donc, consiste une sorte de rouleau compresseur qui peut tout balayer. Alors, justement, professeur, dans quelles conditions le peuple se rebelle-t-il? Parce que nous avons l'impression que nos peuples sont souvent fatalistes, qu'ils dorment. Vous avez employé vous-même l'expression. Et puis à un moment donné, comme une espèce de volcan qui entre en ébullition, il éclate et il déferle. Et des fois, à la surprise générale. Oui, généralement d'ailleurs la surprise générale. Alors, quelles sont les conditions qui précèdent? Voilà, je vous ramène encore à l'expérience malienne. C'était simplement pour dire que ce qui s'est passé au Burkina n'est pas une exception. Et il y a eu beaucoup de cas, même ici au Mali. Oui, et quand je me rappelle encore des propos de l'ancien président Moussa Traoré qui disait que la fin de malienne, c'est-à-dire que ce qui lui fait mal, c'est que rien ne fait mal aux Maliens. Donc, dans une sorte de ces propos-là qui traduisent en fait la passivité des populations que nous avons
constater que nos dirigeants prennent que c'est des moutons. Donc le peuple c'est un mouton, on peut le conduire, on peut en faire ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'à la surprise générale, il se révolte. Personne ne pensait que le Malien, en 1991, était capable d'avoir ces explosions-là que nous avons connues. Probablement au Burkina, chacun se disait, avec un régime aussi fort et sanguinaire comme celui de Blaise Compaoré, il était impensable qu'il y ait une révolte populaire. Mais je pense que ça veut dire qu'il y a une limite, que une fois donc les populations ont le dos au mur, savent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc en ce moment-là, on peut dire qu'il y a une dynamique qui se met en marche. Mais il y a des signes avant-coureurs. Ça veut dire qu'il y a des segments de la société civile qui craquent, qui cèdent. Et en 91, ici, quand les femmes sont entrées dans la danse, le pouvoir ne l'a pas compris. Mais la dynamique créée donc en raison du poids sociologique de la femme dans notre société a fait que les derniers verrous ont sauté, les hésitations qu'il y avait au niveau des gens. Donc les gens se sont rués dans... Alors, mais professeur, dites-moi, comment se fait-il que parfois ces tripatouillages constitutionnels la marchent sans qu'il y ait de problème, ça passe comme une lettre à la poste? Qu'est-ce qui explique ça? Et quelles sont les complicités internes et externes qui font que ça marche parfois? C'est ce que j'allais dire. Marche parce qu'il y a des complicités à la fois internes, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des complicités internes, notamment au niveau de la classe politique. Et dans le cas justement burkinabé, ce qui a retardé ce processus, Simon est un de ces acteurs politiques qui, longtemps, ont aidé Blaise à asseoir son pouvoir et qui, à partir d'un certain moment, se sont rendus compte qu'il les a conduits à l'impasse et qu'ils en sont sortis pour aller à l'opposition. C'est ça le problème de la classe politique en Afrique. C'est-à-dire qu'elle a souvent des intérêts, des visions à courte vue, des intérêts à court terme. De positionnement qui font que la plupart du temps, même ceux qui se disent opposants naviguent globalement autour du pouvoir. Quand on voit aujourd'hui même la structure de l'opposition politique au Burkina Faso, même le chef de file de l'opposition, tous sont passés à un moment par la case Blaise. Donc, c'est ça la caractéristique essentielle en Afrique. Et lorsque elles se réveillent simplement, c'est parce qu'elles ont changé, elles ont senti que quelque part, les choses sont en train d'évoluer. Mais ce qui est fondamental, c'est l'attitude de la société civile. Oui, mais avant qu'on arrive à la société civile, si vous permettez, professeur Issa Ndiaye, je voudrais que nous parlions un peu des complicités externes cette fois-ci. Oui, les complicités externes, là aussi. Quelles sont-elles et comment fonctionnent-elles? Si on voit d'abord, elles commencent à fonctionner depuis l'installation au pouvoir. Parce que comme on disait tantôt au début, nos chefs d'État, la plupart du temps, ne sont pas élus par les peuples. Ils sont choisis par l'extérieur, par une puissance extérieure qui organise un système électoral de telle sorte qu'au bout du compte, ils gagnent les élections. Partout, c'est comme ça. Et nos chefs d'État, d'ailleurs, ont compris, nos hommes politiques l'ont compris. Ils passent beaucoup plus de temps à aller rendre visite en Europe dès qu'ils sont candidats pour être adoubés par les puissances titulaires pour avoir des chances de leur côté de devenir président de la République. Une fois qu'ils ont le feu vert... Il faut renvoyer l'ascenseur. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils vont exécuter les volontés. Donc, il y a des complicités. Deuxième niveau de complicité extérieure, dans la mesure où ils veulent faire les tripatouillages, ils le savent, qu'il y a des limites constitutionnelles, mais souvent on les laisse faire. C'est parce qu'on les laisse faire qu'ils continuent. Et Blaise a cru qu'il pouvait continuer à le faire, d'autant plus qu'il était devenu le chouchou et de la France et des États-Unis. Alors, professeur, vous arrivez à la dernière partie de notre entretien et je vais vous poser la question essentielle, et je pense que c'est la question que tous les Africains, d'une manière générale, se posent. Comment imposer à nos autocrates en fonction et à nos autocrates éventuels le respect, mais véritablement le respect des dispositions de nos constitutions, juste, non pas parce qu'il y a des sanctions à venir, non pas parce qu'il y a des rébellions à venir ou des révoltes à venir, mais juste par respect pour le peuple qui les a élus. Moi, je pense que la solution même, c'est de sortir des modèles de constitution qui sont conçus en Europe et qui ne correspondent pas à nos réalités, à nos cultures. Expliquez-nous ça.
Si l'on prend les constitutions dans nos différents pays, que ce soit au Burkina ou au Mali, nous avons copié la constitution française, qui donne tout le pouvoir à un seul individu, qui a des pouvoirs tels qu'on peut dire dans le système institutionnel qu'on a, il est presque Dieu, un pouvoir divin. C'est ce modèle-là qu'il faut casser. Si l'on veut amener les gens, c'est-à-dire que on veut amener le système à fonctionner de manière démocratique, il faut éviter de donner un tel pouvoir à un seul individu. Comment on fait, professeur Issa Ndiaye, comment on fait pour casser cette logique? Il faut changer de constitution. Oui, mais comment? Il faut changer. Je prends cet exemple même. Ici, au niveau du Mali, lors de la Première République, le président était élu par le Parlement. On voit en Afrique du Sud, le président est élu dans le Parlement. C'est rare. Et en Europe, d'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas le président qui a le pouvoir absolu en Europe. Le modèle français est un modèle exceptionnel. Et je rappelle souvent aux gens qui est le résultat d'un coup d'État, de celui de De Gaulle. La Constitution française est le résultat d'un coup d'État. Et donc, par essence, elle n'est pas démocratique. Donc, je pense que ce n'est pas démocratique de donner le pouvoir qu'on donne à nos chefs d'État. Oui, mais comment on change? Moi, je vous demande le modus operandi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience telle que nous ayons, au niveau en tout cas, de ceux qui se font élire au niveau de nos parlements, donc une volonté de changer l'ordre constitutionnel et de faire en sorte que non seulement celui qui est là soit effectivement contrôlé dans sa gestion des affaires publiques et qu'il ne puisse pas mettre fin aux fonctions, par exemple, des parlements que nous avons. Ça aussi, c'est une exception française. Le président français a et nos constitutions ont dupliqué ça, toute la latitude pour dissoudre le Parlement quand ils veulent, au moment où ils veulent. Ce n'est possible nulle part ailleurs. Je pense que ça aussi, c'est antidémocratique. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons en Afrique des constitutions qui sont par essence antidémocratiques. Et c'est cela qu'il faut corriger si nous voulons empêcher des gens de s'éterniser au pouvoir. Parce que ces constitutions-là, en leur sein, créent les germes d'un tel pouvoir absolu qui permettent aux gens de tripatouiller les tripatouiller. Professeur Issa Ndiaye, dans les 2 années à venir, un certain nombre de pays africains vont se retrouver dans la situation qui a prévalu précédemment au Burkina. Et après, il y en aura aussi. Alors, le président du Forum civique que vous êtes, l'intellectuel que vous êtes et le patriote panafricain que vous êtes, qu'a-t-il à dire à ceux qui sont dans des postures telles que fut celle de l'ex-président Blaise Compaoré? Oui, il y a Blaise Compaoré, il y en aura d'autres après lui. Parce que ça veut dire simplement, moi, en tant que patriote et panafricaniste africain, je dis il faut que les peuples s'emparent de la chose politique. Disent que la politique, c'est un devoir citoyen. Mais ce n'est pas faire du n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut créer un processus qui permette à tout moment aux populations de choisir ceux qui doivent les représenter. Ça veut dire avoir aussi les moyens de mettre fin à tout moment à ces fonctions-là. Mais dès lors que nous ne créons pas en quelque sorte des mécanismes endogènes qui reposent sur nos réalités, sur nos cultures, mais dès lors que nous importions des modèles qui sont donc décidés ailleurs et qui confient des leviers à des gens qui sont en quelque sorte des fondeurs de pouvoir de ces puissances-là, on n'aura pas résolu la question. C'est pourquoi je dis qu'il y a un piège mortel que nous devrions éviter. Et ce qui est en train de se passer au Burkina risque malheureusement d'aller dans ce sens. La CEDEAO se précipite, tout le monde crie, il faut respecter la Constitution, mais déjà cette Constitution-là est mauvaise. Deuxièmement, on fait l'impasse sur ce que j'appelle les processus d'assises nationales souveraines. C'est-à-dire, expliquez ça. Ça veut dire que quand il y a des crises, il appartient au peuple souverain d'en décider. Je pense que le Sénégal nous a donné un exemple dans ce cas-là. En organisant quand il y a eu la crise au Sénégal, en organisant des débats jusque dans les plus petits villages. Et c'est remonté
au niveau régional jusqu'au niveau national. Et les Sénégalais ont dit ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas, comment ils voulaient que leur pays soit géré. Je pense que ce sont ces expériences-là qu'il faut encourager dans nos pays. Donner la parole au peuple pour que les peuples souverains puissent décider ce qu'ils doivent être. Professeur, vous dites donner la parole au peuple. Moi, je n'y crois pas. Parce que c'est peut-être même une mauvaise expression. Voilà, je crois. Il faudrait que les peuples s'emparent de la parole. De la parole et puissent décider de manière souveraine quel sera leur destin et de les assumer. Merci, professeur Issa Ndiaye, de nous avoir accompagnés et surtout d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs d'Africa Télévision par vos contributions. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, qui parle de sexualité aux jeunes Africains? Certainement pas moi, certainement pas vous. Alors, où vont-ils donc chercher les informations relatives à leur sexualité et avec lesquelles ils se débrouillent? Quelles en sont les conséquences? Que faire pour que précisément soient mises à leur disposition des sources d'informations fiables? Je vous invite vendredi prochain à en discuter. Et comme vous le savez, vous pouvez nous transmettre vos informations, vos questions, vos critiques, vos observations au 00223 44 20 80 80. Nous envoyez vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci pour la confiance dont vous nous gratifiez. Excellente soirée chez vous et à vendredi.